Un très grand bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session de décryptage des portefeuilles conseillés proposés dans l'offre EasyV en gestion libre, en compagnie toujours donc de Nicolas Meusberger, pilote des portefeuilles conseillés et gérant chez LBPAM. Un énorme bonjour à toi, Nicolas. Bonjour Imen. Alors Nicolas, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet en partageant justement donc notre présentation. Donc on commence avec le bilan des faits marquants. Donc qu'est-ce qui t'a marqué le mois dernier, Nicolas? Alors pour ce premier mois de l'année 2024, on peut retenir quelques éléments saillants qui ont été impactants pour les marchés. Le premier, il nous occupe déjà pas mal ces derniers temps, c'est les banques centrales. Et au mois de janvier, on a eu deux réunions très importantes, la réunion de la BCE, donc la Banque centrale européenne, et la réunion de la Fed, donc la Banque centrale américaine. On a eu un statu quo sur ces deux banques centrales, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas revu le niveau des taux directeurs. Ça, c'était plutôt très largement anticipé. Ce sur quoi les investisseurs se sont attardés, c'est le discours qu'il y avait lors de ces réunions pour essayer d'anticiper de l'amplitude et du calendrier des prochaines baisses des taux directeurs. Et là, on a des banquiers centraux qui se heurtent à plusieurs choses. C'est qu'on a des statistiques autour de l'inflation qui ne baissent plus, hein. La baisse de l'inflation est en train de ralentir. Donc ça, c'est quelque chose qui gêne un petit peu les banquiers centraux. Côté BCE, Christine Lagarde, en plus de ça, a rappelé qu'elle était très attentive à tout ce qui se passait au niveau de la progression des salaires et également au niveau de la géopolitique. Et côté Fed, le patron de la Fed, Jérôme Powell, lui, de son côté, a précisé de manière assez claire qu'il attendait des indicateurs supplémentaires pour vérifier que le ralentissement de l'inflation était suffisamment avancé pour qu'il puisse baisser une première fois ses taux directeurs. Ensuite, en plus de cette actualité de politique monétaire, côté politique et géopolitique, l'actualité au Proche-Orient est montée d'un cran au niveau des tensions, on a eu pas mal d'attaques en mer Rouge. Et ces attaques en mer Rouge ont eu une espèce de conséquence assez directe, c'est la forte hausse des prix du transport maritime. Donc tous les bateaux qui arrivent d'Asie et qui viennent en mer Rouge pour aller traverser le canal de Suez pour aller soit vers l'Europe, soit plutôt euh, sur la côte est américaine. Mais on voit que les prix de ce trafic maritime là ont fortement augmenté. À côté de ça, sur la macroéconomie, ce qu'on peut retenir, et ça a été vraiment un chiffre très très étonnant, c'est l'économie américaine qui continue de briller. On a eu les chiffres de la croissance pour le dernier trimestre aux États-Unis. On a eu un PIB qui est sorti à 3,3%, un chiffre en absolu qui est très important et surtout qui est très au-dessus de tout ce qui était fait en matière de prévision. Enfin, s'il faut retenir un dernier aspect, c'est la microéconomie, la publication des résultats des entreprises. Même si on n'est qu'au début de la saison de publication des résultats, on a des entreprises qui publient des résultats qui sont plutôt assez satisfaisants à ce stade. Mais encore une fois, j'insiste, on n'est qu'au début de cette saison de publication de résultats. La conséquence sur les marchés, c'est qu'on a des actifs risqués qui ont été plutôt favorablement orientés. Les actions de la zone euro ont progressé de 2,2%, les actions américaines de 1,5% et les actions japonaises, encore une fois, ont caracolé en tête avec une hausse de 8,5% sur le mois de janvier. Ça, c'est pour les actions des pays développés. Du côté des pays émergents, c'était pas tout à fait la même donne. On a des actions chinoises qui, encore une fois, ont connu un moment un peu difficile. Le début d'année pour les actions chinoises a été assez difficile et les actions chinoises représentent un poids assez important, voire même très important dans les marchés d'actions émergents globaux. Et donc, ces marchés d'actions émergents globaux ont baissé de 4,6% sur le mois de janvier. Enfin, sur les marchés obligataires, on a des obligations souveraines qui ont été pénalisées par une légère hausse des rendements. Donc, on a des obligations souveraines qui ont baissé de 0,6% en zone euro. Et du côté du crédit, donc des obligations d'entreprise, on a eu un parcours un peu meilleur, un peu comme sur celui des actions, puisque le crédit investment grade, donc les obligations d'entreprise bien notées, se sont appréciées de 0,2%. Et les entreprises les plus spéculatives, elles, ont progressé de 0,5%. Voilà, si on fait un résumé de ce qui s'est passé, de ce qu'il fallait retenir pour le mois de janvier.
Alors du coup, quels sont à présent justement donc les messages à avoir à l'esprit donc pour ce mois de février, notamment à l'issue de votre dernier comité d'investissement? Alors, nous venons de tenir il y a quelques jours notre comité d'investissement pour essayer de tracer notre route pour construire nos allocations pour ce mois de février. On va retenir 4 messages clés. Le premier message clé autour de la croissance, on en parlait à l'instant. Vraiment, c'est ce qui est revu en hausse de notre côté, c'est nos anticipations sur l'économie américaine. On pense que l'économie américaine devrait s'en sortir un petit peu mieux que ce qu'on anticipait jusqu'à présent. On devrait avoir une reprise très graduelle de la croissance en Europe, également. Donc ça, c'est quelque chose qui a un petit peu changé par rapport à nos précédentes vues. Le deuxième message clé, autour de l'inflation. On a toujours une désinflation qui est rapide, mais le dernier pourcentage qui manque pour atteindre les cibles de 2% d'inflation sont toujours un petit peu difficiles à atteindre. Donc c'est quelque chose sur lequel on est très attentif parce que ça nous amène justement au troisième message qui est la politique monétaire. On en parlait à l'instant avec les réunions des banques centrales européennes et américaines en janvier. Sur la politique monétaire, ça y est, on met de côté, il y aura plus de hausse de taux. Le cycle de hausse de taux est complètement terminé. Maintenant, on anticipe le début des baisses de taux plutôt au deuxième trimestre de l'année 2024. Encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, les banques centrales attendent quelques indications supplémentaires avant de tirer la première cartouche de baisse des taux directeurs. Et selon nous, ça devrait être au cours du deuxième trimestre de l'année 2024. Enfin, le quatrième message clé, c'est tout ce qui touche la politique et la géopolitique. La politique, pour commencer, on a un calendrier électoral qui est très, très, très chargé au cours de cette année 2024. Et dans toutes ces élections qui vont arriver, on va en retenir certaines. Les élections européennes au début du mois de juin. On aura également des élections législatives au Royaume-Uni et de manière probablement beaucoup plus impactante, au mois de novembre aux États-Unis, les élections présidentielles. Donc on voit qu'on a vraiment un ordre du jour électoral très chargé pour cette année 2024. Je n'ai cité que quelques élections, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, puisque on a à peu près un être humain sur deux qui va être amené à voter au cours de cette année. C'est un alignement des calendriers qui est assez exceptionnel. Du côté de la géopolitique, on a toujours le conflit entre la Russie et l'Ukraine, hein, qui ne faiblit pas. Et on a toujours également le conflit au Moyen-Orient, donc c'est quelque chose que l'on suit avec intérêt, puisque ça peut avoir des impacts notamment sur la macroéconomie, sur la microéconomie, sur le cours des matières premières. Donc c'est des choses qui sont assez importantes. Est-ce que justement ces vues vous ont amené à réajuster votre scénario central? On sait que c'est un scénario qui justement donc établi sur 3 mois. Est-ce que c'est les vues actuelles justement vous ont amené à ajuster déjà votre scénario central dans l'absolu? Alors justement, le fait qu'on ait revu, qu'on soit un peu moins négatif sur la macroéconomie et sur la croissance fait que ça se retrouve sur nos anticipations sur certains marchés, notamment sur le marché des actions. Et alors que le mois dernier, on avait remonté d'un cran notre vue sur les actions européennes, on était passé de défensif à neutre. Eh bien c'est pareil, alors que sur les actions américaines, on était plutôt encore un peu défensif. On va monter d'un cran et redevenir neutre sur les actions américaines. Et si on regarde les actions au global, on est neutre sur quasiment toutes les actions. Alors c'est pas un manque de conviction, c'est juste qu'on était assez défensif ces derniers mois. On voit qu'on a monté graduellement, on a remonté notre vue sur ces différents marchés d'actions. Le seul marché sur lequel on est un petit peu prudent, c'est les actions japonaises, tout simplement parce elles ont eu un rallye boursier très très important, que d'un point de vue valorisation, il n'est pas impossible que le marché des actions japonaises ait besoin de respirer. C'est pour ça que sur les principaux marchés, on anticipe à 3 mois une absence de hausse et une absence de baisse. On anticipe 0% à 3 mois. Sur les actions japonaises, on anticipe plutôt une baisse de l'ordre de 1% sur les 3 prochains mois. D'accord. Donc du coup, on monte d'un cran en ce qui concerne la classe d'actifs actions. Qu'en est-il du fixed income et notamment des obligations souveraines et des obligations d'entreprise?
Alors, sur les obligations souveraines, on anticipe pour le mois qui arrive et les 3 mois qui arrivent assez peu de mouvements, hein, puisque on est sur une zone un peu charnière. L'actualité des taux est vraiment impactée par la politique monétaire. Sur les obligations souveraines, on anticipe des anticipations assez neutres. Par contre, c'est sur les obligations d'entreprise où on reste toujours un peu plus constructif, notamment sur le crédit investment grade, donc les entreprises bien notées sur lesquelles on anticipe une progression de l'ordre de 1,5% sur les 3 prochains mois. Sur les obligations spéculatives, une progression un peu moins marquée. On anticipe seulement 1% en étant toujours un peu plus sélectif. Et sur l'investment grade, on est plutôt sur une discrimination Europe? Oui, plutôt oui. D'accord. Qu'en est-il des devises et des matières premières, du coup, Nicolas? Alors les matières premières, ça reste et les devises également, ça reste toujours des classes d'actifs, sur lesquelles il est très difficile de faire des prévisions, surtout quand on a un contexte politique, géopolitique un peu chargé, parce que c'est des choses qui sont, c'est des choses sur lesquelles il peut y avoir beaucoup de volatilité à court terme. Peut-être commençons par les matières premières. Sur l'or, on anticipe une progression de l'ordre de 2% environ. On est sur un once d'or qui oscille autour de 2000 $ pour un once d'or. On devrait yoyoter entre 2000 et 2100 $ selon nous. Le pétrole, lui, il est vraiment impacté par ce qui se passe au Moyen-Orient. On anticipe plutôt des hausses entre 2 et 4% selon si on regarde le WTI et le pétrole Brent. Plutôt une hausse de 2% sur le WTI, plutôt une hausse proche de 4% sur le pétrole Brent. Et enfin, sur les devises, si on regarde au moins la paire euro-dollar, on anticipe une légère baisse de l'euro face au dollar, donc un renforcement du dollar. Voilà, face à certaines incertitudes, le dollar est toujours une monnaie refuge. Donc on anticipe un recul de l'euro d'environ 1,5% pour les 3 prochains mois face au dollar. Et du coup, tout ça, ça vous a amené à procéder à des ajustements dans les portefeuilles conseillés ce mois-ci? Oui, absolument. Bah, d'un point de vue allocation, on a voulu remonter un tout petit peu le poids des actions dans les différents portefeuilles, notamment sur les actions américaines et dans une moindre mesure sur les actions de la zone euro. Sur les actions américaines, on va remonter le poids de 2% sur les différents portefeuilles et sur les actions de la zone euro, on va remonter le poids de 1%. Donc au global, sur les différents profils, peu importe le profil de risque, que ce soit le plus prudent ou le plus risqué, on va augmenter de 3% l'allocation en actions, voilà, avec 2 tiers sur les actions américaines, 1 tiers sur les actions de la zone euro. Sur les actions de la zone euro, je précise qu'on maintient toujours notre préférence sur notre diversification sur les actions de petite et moyenne capitalisation boursière qu'on avait réintégré en portefeuille à la fin de l'année dernière. C'est toujours une classe d'actifs qui souffre un peu, mais selon nous, elle devrait profiter du contexte. Ça, c'est sur les actions. Sur le marché obligataire, les ajustements qu'on va faire, c'est un léger rehaussement de notre allocation sur les obligations crédit investment grade de la zone euro. Là aussi, sur les différents portefeuilles, on va monter le poids de cette allocation de 2%. Et tout ça, ces achats, puisqu'au final, on va acheter du crédit, on va acheter des actions, on va le financer tout simplement en piochant dans les OPC monétaires des différents portefeuilles. Donc, on diminue la poche de liquidité, on se montre un peu plus investi. Du coup, peut-être, Nicolas, quand on parle de action USA opportunité, qu'est-ce que ça signifie au juste? Ah, opportuniste, c'est tout simplement, c'est qu'on va regarder le niveau de prise de risque des différents gérants, que ce soit aux États-Unis ou n'importe où ailleurs. On va plutôt choisir quand on va sélectionner les fonds, soit des fonds core, en français des fonds cœur, c'est-à-dire des gérants qui auront une tracking error assez faible, c'est-à-dire des gérants qui vont pas beaucoup prendre de paris actifs et qui vont pas avoir une forte variation par rapport à l'indicateur de référence. Et à côté de ça, on va leur opposer des gérants qui seront vus plutôt comme opportunistes. Opportunistes veut dire qu'ils vont pouvoir prendre des paris de telle sorte qu'ils vont pouvoir se détacher un peu plus fortement de l'indicateur de référence. Donc, c'est des fonds un peu plus risqués, avec l'objectif naturellement que cette prise de risque soit rémunérée avec un surplus de performance. Et que ce soit sur les actions américaines ou sur la zone euro, généralement, on va construire le portefeuille en choisissant des fonds
corps pour le cœur de l'allocation, et des fonds opportunistes qui vont servir un peu plus de satellite pour apporter un peu plus de performance dans ces allocations. Donc des fonds plus tactiques en fait, c'est ça? Oui, OK, exactement. c'est entendu. On poursuit sur les unités de compte utilisées. Donc, est-ce qu'on modifie les unités de compte ce mois-ci ou pas? Non, on va garder la même liste des UC que nous avions dans les portefeuilles jusqu'à présent. On va tout simplement rebalancer les poids. On va, je le disais, on va augmenter les actions américaines et on va le faire sur le fonds AB Sustainable US Thematics. On va ajouter 2%. Sur l'ajout d'actions qu'on fait sur les actions de la zone euro, on va le faire sur notre fonds Tocqueville Euro Equity. Et enfin, le renforcement qu'on va faire sur les obligations du crédit investment grade, on va les faire sur une position que nous avions déjà en portefeuille à travers le fonds Ostrom SRI Crédit Investment Grade. Alors on le rappelle, hein, en fait, ce sont des portefeuilles concentrés et ce sont des portefeuilles qui se caractérisent par une dimension durable prononcée. Donc voilà, donc c'est ce qu'on remarque notamment par à la fois la classification donc européenne, donc SFDR, puisqu'on est sur une classification 8 ou 9, 9 étant justement donc un objectif principal de finances durables, donc de prise en compte des critères ESG, et l'article 8 avec justement une prise en compte très importante également dans la stratégie d'investissement. Le label ISR d'État français, bien entendu, et puis le nombre de globes Morningstar, donc qui va de 0 pour le coup à 5. Et là, on est sur justement donc un minimum de 3 pour les fonds notés. On va terminer avec des éléments de performance. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire éventuellement pour ce mois-ci? Eh bien, justement, puisqu'on parlait tout à l'heure des performances des différents marchés sur le mois de janvier, on a vu qu'au mois de janvier, les principaux marchés d'actions développés ont été en hausse. Du fait qu'on ait des allocations assez fortes et que ce soit le principal moteur actif, c'est pas le seul, mais c'est le principal moteur actif dans les portefeuilles, cette hausse des marchés d'actions développés a permis au portefeuille de progresser au cours du mois de janvier. C'est la colonne qu'on voit qui s'appelle un mois, et on voit que le portefeuille le plus prudent s'approche d'une performance de plus 1%. Le portefeuille les plus risqués progresse d'environ 1,5% sur le mois de janvier. Encore une fois, tu le disais tout à l'heure, le but, c'est vraiment de faire profiter aux clients de deux choses. Un, notre expertise et notre conseil en matière de gestion financière et de gestion extra-financière pour que les clients puissent construire leur épargne avec des performances et une approche durable également. Entendu, Nicolas. On voit que la note d'information, en fait, vous pouvez la retrouver dans son intégralité dans votre mailbox. Donc, elle vous est envoyée tous les mois. Voilà, donc avec par ailleurs un lien directement vers ce décryptage de Nicolas. Donc, n'hésitez pas à éventuellement nous poser vos questions. Vous avez la possibilité notamment d'apporter des commentaires à cette chronique de décryptage. Donc, n'hésitez pas éventuellement à nous formuler vos interrogations et on sera un plaisir éventuellement de les relayer auprès de Nicolas. Peut-être éventuellement le fin mot de l'histoire, à savoir qu'est-ce qui justement donc qu'est-ce que vous allez piloter, surveiller de près, en tout cas pour l'instant, pour les semaines à venir. C'est tout simplement aujourd'hui, on a des marchés d'actions qui sont dirigés par le marché des taux. Donc ce qu'on regarde, c'est le marché des taux, comment les taux évoluent. On voit que ces dernières semaines, les taux ont peut-être plutôt tendance à remonter, justement par ces anticipations que les banques centrales vont remonter, vont rebaisser leurs taux un peu moins rapidement que ce qui était anticipé par les marchés. Donc ça donne le là sur l'ensemble des classes d'actifs et notamment le marché des actions. Donc on va continuer de regarder toutes les sorties macroéconomiques pour vérifier que cette inflation est endiguée, ou en tout cas qu'elle va converger progressivement vers ces cibles de 2% pour que les banquiers centraux aient les mains un peu plus libres pour pouvoir passer à ce cycle de baisse des taux qui devrait apporter un peu d'oxygène sur les valorisations des principales classes d'actifs et notamment le marché des actions. Entendu, Nicolas. Merci énormément pour cet éclairage. Voilà, donc c'était le point de décryptage du mois de février. On retrouvera donc avec un énorme plaisir Nicolas donc dès le mois prochain pour faire un point justement donc sur la situation. Encore merci Nicolas et puis donc je vous dis à très bientôt chers auditeurs pour une nouvelle session de décryptage. Merci Ben, à bientôt.